Bienvenue et nos voeux le meilleur à vous, fidèles téléspectateurs, en ce dernier jour de 31 décembre 2024 et où le dernier numéro de Kinshasa Direct. Aujourd'hui, on va parler de la rétrospective de 2024, ce qu'a été 2024 sur le plan politique, surtout avec Manik Siyenda, tour à tour avec Jean-Marie Kassamba qui seront là pour décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Étienne Tamboa. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Bonsoir mesdames, messieurs. Place à l'actualité à présent. Rétrospective 2024, plusieurs événements marqués cette année qui s'achèvent. Tentative des coups d'État, évasion à la prison de Makala et nomination d'une femme à la primature. Autant de faits dans le pays et à l'échelle mondiale. Dossier de la rédaction à suivre tout à l'heure. Menace de grève de médecins des hôpitaux publics. Après un échange avec les blouses blanches, le ministre des Finances Doudou Fwamba les a rassurés dès l'activation des banques pour le paiement progressif de leurs salaires. Un autre sujet, l'Union européenne a décidé de reporter d'un an l'interdiction du café et du cacao congolais sur son marché en raison de la déforestation. C'est le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui l'a précisé au cours d'un briefing à Kinshasa. Ne quittez pas, restez avec nous, mesdames, messieurs. Tous ces éléments seront développés dans la grande édition des 19h avec Nathalie Yoko. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Alors, toute cette actualité vous sera développée dans moins d'une heure. Tout de suite, notre premier invité, Manik Siyenda. Tele50, kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele50 inasimama na Ce qu'aura été l'année 2024 sur le plan politique, sur le plan juridique, nous recevons pour vous. Lui, c'est Manik Siyenda. Il est à la tête d'un mouvement. Alors, on va le recevoir. Bienvenue, Manik Siyenda. Merci beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo. Bonne année. Bonne année à toi et bonne année à toute l'équipe de Télé50. Et bonne année à monsieur Jean-Marie Kassamba. Et j'ose croire que cette année 2025 sera une année de travail, d'excellence, de qualité, une année d'innovation et pourquoi pas une année qui ferait des Télé50 une télévision panafricaine. Voilà, vos voeux sont les bienvenus. Merci. Alors, vous êtes à la tête, c'est un mouvement de jeunes Non, pas un mouvement de volontaires? jeunes. Le Volontaire de la République, c'est un mouvement de Congolais. C'est un cénacle qui regroupe les Congolais épris d'un amour inconditionné de la République, de Congolais qui sont prêts à pouvoir apporter leur pierre d'édifice pour bâtir un Congo plus beau qu'avant, comme l'a dit notre hymne national d'ailleurs. C'est une recommandation républicaine. Et le Volontaire de la République en tant que mouvement politique, il faudrait déjà placer un accent des précisions. Nous ne sommes pas un mouvement neutre parce que nous avons une position. Nous ne sommes pas un mouvement politique au centre de l'échiquier politique national parce que le centrisme n'est pas notre courant politique. Nous avons une position et notre position, c'est la République. Notre tendance, c'est la République. Notre couleur, c'est la République. Et notre camp, c'est la République. C'est notre position et nous nous assumons en tant que citoyens congolais de pouvoir défendre la République, quel que soit le prix. Voilà, quel que soit le prix. On va parler de la République, effectivement. Allons-y. La République démocratique du Congo 2024 a été
une année électorale, bon, une année d'investiture après celle de 2023, l'investiture du président Félix Tshisekedi le 20 janvier. Quelque temps, il y a eu la nomination de la première ministre, l'investiture du gouvernement, il y a aussi l'Assemblée nationale. Alors, quelle est votre lecture d'abord que vous aviez fait de cette année 2024? Bon, vous avez abordé l'angle politique. Je prendrai le premier volet qui est le volet de la démocratie parce que vous avez évoqué le contexte électoral qui est une exigence pour la démocratie congolaise, une démocratie qui repose aussi sur la compétition des partis politiques. Mais malheureusement, il est vrai que nous avions organisé les élections à tous les échelons, les élections pour le président de la République, les élections au niveau de la législative nationale, les élections provinciales, autant pour les élections au niveau de la municipalité. Ce qui est une bonne chose, je l'ai dit au prologue de mon intervention, c'est une exigence de la démocratie. Mais malheureusement, la démocratie comme culture, la démocratie comme mentalité qui devrait s'incruster dans l'agir des acteurs politiques, malheureusement, on ne voit pas cette culture de la démocratie dans le comportement des acteurs politiques que nous sommes. Et d'ailleurs, moi, ma conclusion, c'est que nous avions migré de la démocratie électorale à une particratie qui est une forme de parti politique qui prend en otage ces systèmes politiques, bien entendu, qui prend en otage tous les pouvoirs nationaux. D'ailleurs, aujourd'hui, pour devenir ne serait-ce que recteur de l'université, il faut être membre d'un parti politique. Aujourd'hui, pour être engagé dans un service ou entreprise publique de l'État, il faut être membre d'un parti politique. Je ne sais pas quelle est cette loi ou quelle est cette constitution qui donne la condition pour devenir membre du gouvernement, directeur d'une entreprise. Peut-être la culture africaine, d'appartenir peut-être à un parti ou à appartenir à un mouvement. Ce qui fait que même si aujourd'hui on changeait de constitution, on changeait de texte, c'est inné dans l'ADN congolais. Non, mais c'est ça la mauvaise culture politique congolaise. C'est des clichés, c'est des comportements que nous devons élaguer, surtout pour cette nouvelle année 2025 qui commence. Parce qu'on ne peut pas concevoir dans un pays tout se fait par rapport aux intérêts, si ce n'est pas de partis politiques, des acteurs politiques. Comment pouvez-vous imaginer dans un pays où il y a plus de 100 millions d'habitants, aujourd'hui pour avoir le travail au niveau de la SONAS, des CNSS, au niveau des entreprises publiques de l'État, il faut forcément être membre d'un parti politique. C'est quand même décevant. Encore que les entreprises publiques ont toujours été apolitiques. Mais regardez comment est-ce qu'on embauche les membres de partis politiques qui n'ont pas de qualité, qui n'ont pas de niveau requis, qui n'ont pas de background et qui sont dépourvus d'une expérience de pouvoir servir ces entreprises qui constituent d'ailleurs les cœurs de l'État. Ça va faire pratiquement 6 ans de gestion depuis que l'Union sacrée est dans la commande de l'appareil de l'État. Aucune entreprise, aucun service de l'État n'a engagé ne serait-ce qu'un Congolais via un concours rendu public et que le Congolais vienne participer à ces concours et après être recruté. C'est quand même décevant. Sont engagés, ce sont ceux qui sont issus des partis politiques. Mais bien sûr que oui. Allez regarder au niveau de la DGI. Allez regarder au niveau de la SNEL, CNSS, etc. C'est des gens qui n'ont même pas de niveau, même pas de diplôme. Mais parce qu'ils sont d'un parti politique X. Parce qu'ils sont d'un parti politique X. C'est comme ça que je parle de la particratie. Ce qui est encore décevant. Vous pouvez imaginer même pour devenir directeur général d'un hôpital, comme on dit les médecins directeurs, il faut être membre d'un parti politique. Pour devenir recteur dans une université, il faut être membre d'un parti politique. Ils veulent tenir la promesse faite lors de leur campagne, disant qu'une fois aux affaires, tous les militants, vous aurez du boulot. Non, mais à quoi ça sert accomplir les promesses faites pour vos militants au détriment de toute la population congolaise qui d'ailleurs vous a donné le mandat de le représenter au sein des institutions de la République? Est-ce le mandat que vous avez aujourd'hui en tant que dirigeant du pays? C'est un mandat du peuple d'abord ou un mandat de vos militants d'abord? C'est cela la question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons changer les paradigmes, nous devons avoir de nouvelles mentalités en tant qu'acteurs politiques, nous devons d'abord privilégier les saluts du peuple.
C'est ce qui est beaucoup plus important. Vous savez, je veux finir sur cette question des partis politiques. C'est quand même décevant. Durant cette année 2024, j'ai vu des directeurs généraux des entreprises publiques être actifs et engagés dans les activités des partis politiques. J'ai même vu, avec des effigies de banderoles, etc. J'ai même vu certains directeurs généraux des entreprises publiques battre campagne à ciel ouvert pour le compte d'un candidat président de la République. C'est quand même décevant. Pour une entreprise à vocation administrative. C'est quand même décevant. J'ai vu Ils veulent garder leur poste. Ils veulent garder leur poste. Sachant que ce sont des postes politiques. Alors, bon, malheureusement, ils sont à côté de la plaque parce que l'administration, le service public, les entreprises publiques sont des entités apolitiques. J'ai même vu certains ministres, tout en étant membres du gouvernement, mais actifs dans un parti politique, tout en tenant des meetings. Pourtant, l'article 97 de la Constitution parle de l'incompatibilité des fonctions en tant que membre du gouvernement avec les responsabilités assumées dans un parti politique. Pire encore, j'ai vu un membre du gouvernement, ministre de son État, mais qui se réclame opposant républicain. Je me demande, un ministre s'oppose à quel gouvernement? C'est deux choses que nous avions vues tout au long de cette année 2024. Et ça s'appelle, en un seul mot, antivaleur. La particratie. Ben, pour quitter la particratie, il faut respecter les règles démocratiques. Il faut respecter les règles constitutionnelles. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, nous voulons de la démocratie, mais malheureusement, les Congolais ne sont pas encore des démocrates. Voilà. Avant qu'on ne parle... Encore que la démocratie congolaise n'a pas de contenu. Je voudrais vous évoquer le 3e paragraphe du préambule de la Constitution de notre pays. On dit « animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit basé sur les valeurs de la démocratie politique, culturelle, économique et sociale. » Je voudrais qu'on se regarde avec les acteurs politiques, droit dans les yeux. Quel est le contenu que nous pouvons donner à ce qu'on appelle la démocratie culturelle, la démocratie sociale, la démocratie économique? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait changer les paradigmes, essayons de donner un vrai contenu dans la démocratie, et les contenus va se voir effectivement dans la qualité de nos débats, la qualité des échanges, des points de vue, des échanges, des idées. Je ne parle pas des échanges, des invectives, des insultes, de collisions ou escalade verbale, des échanges, des idées, ces chocs d'idées qui va effectivement construire et bâtir un Congo fort. Alors, avant qu'on parle certainement du bilan pour le gouvernement souminois, on vous voit, on vous lu sur X, vous êtes un peu très tranchant envers le gouvernement. Nous allons y revenir, mais tout à l'heure, vous avez parlé des élections au niveau de la municipalité. Vous luttiez à ce qu'il y ait ces élections au niveau de la municipalité, mais il y a eu ces élections. Les conseillers communaux, actuellement, ils sont laissés à leur triste sort. Manix Yenda, est-ce que ne faudra-t-il pas revoir la carte pour peut-être enlever ça des élections ou voir autre chose? Non, mais pas du tout. L'organisation des élections locales est une recommandation constitutionnelle. C'est même une exigence qui se rapporte à la nécessité de la décentralisation de notre pays. Le Congo, c'est quand même un pays très grand. Et pour mieux gérer le Congo, il faut décentraliser les compétences. Au niveau national, au niveau provincial, autant au niveau local, là où nous verrons les entités territoriales décentralisées, en l'occurrence les communes, les villes, secteurs et chefferies. Mais malheureusement, on a organisé, c'est vrai, on a organisé les élections. Et ces conseillers municipaux sont là, inopérants, inactifs, et ils n'arrivent même pas à exécuter leurs obligations telles que prévues dans la loi qui organise les entités territoriales dans notre pays. Vous savez, quand vous lisez par exemple cette loi, au niveau de la commune par exemple, nous avons deux entités majeures. Il y a ce qu'on appelle le collège exécutif communal, composé de bourgmestres et bourgmestres adjoints avec les deux échevins communaux à côté. Et il y a aussi un organe, c'est même l'organe délibérant au niveau de la commune, les conseils communaux. Et si vous regardez la loi, l'article 50 de la loi sur la décentralisation, on donne un certain nombre d'attributions et compétences au conseil communal. C'est le conseil communal qui élabore le plan du développement communal. C'est le conseil communal
qui contrôle l'action du collège exécutif communal. Aujourd'hui, regardez la gestion de nos bourgmestres. C'est une gestion opaque. Les bourgmestres gèrent les communes avec autant des recettes, parce que, vous savez, les communes, comme entité territoriale décentralisée, dotées de la personnalité juridique, ont une autonomie de gestion financière et une autonomie administrative. Autonomie de gestion financière, ça veut tout simplement dire que la commune a le plein pouvoir de prélever les taxes sur la circonscription communale. Les taxes sur le marché, les taxes sur le boutique, les taxes sur les plaques de numérotation. Il y a au moins toute une panoplie de taxes, plus de 47 taxes destinées à la commune, hormis les formalités administratives au niveau de la commune. Perte de carte d'identité, ça demande de l'argent. L'acte de naissance, ça demande de l'argent. L'acte de décès, ça demande de l'argent. La célébration de mariage et consorts, toutes ces formalités génèrent de l'argent au niveau de la commune. Mais malheureusement, aujourd'hui, par manque d'un conseil communal actif, les conseillers communaux n'arrivent pas à contrôler les bourgmestres de communes. Vous savez que la loi dit que chaque bourgmestre de la commune devra présenter son budget communal. Monsieur Jean-David Kilolo, vous et moi, nous habitons quand même dans nos communes respectives. Est-ce que vous connaissez le budget de votre commune? Vous connaissez quand même les richesses de votre commune? Est-ce que vous connaissez ne serait-ce que les taxes de votre commune? Aujourd'hui, regardez dans le discours de ceux qui gèrent la commune. Ils disent eux tous, on n'a pas l'argent, on n'a pas le moyen. Pourtant, la commune demande, la gestion de la commune demande une certaine capacité managériale. Parce que la commune a beaucoup d'argent. Vous savez que la commune peut avoir un budget de plus de 1 milliard de dollars si vous avez des bourgmestres sérieux. Si vous avez des bourgmestres qui peuvent créer de nouvelles unités économiques au bénéfice de la commune. J'ai même donné un exemple au travers de mon ouvrage « Mon regard vers la commune », l'idée de pouvoir créer une société de transport communal que j'appelle Transcom, l'équivalent de Transco au niveau communal. Cette société de transport au niveau de la commune va assurer la mobilité des habitants de la commune. Ça va renforcer le trésor public communal parce que ça va générer de l'argent. Mais aussi, ça va créer de l'emploi parce que le chauffeur et les receveurs qui travailleront dans cette société communale auront du travail au travers de la commune. C'est une question de vision. La commune peut doter à chaque quartier des ambulances médicalisées pour prévaloir cette politique de santé publique de proximité. Lorsque vous tombez malade ou vous piquez crise aux heures tardives, directement l'ambulance de la commune intervient pour le premier soin. C'est deux choses possibles. Est-ce que c'est toutes les communes ou c'est seulement des communes un peu nantis, comme au niveau de Kinshasa, au niveau de Lualaba, mais si vous allez au niveau des Maindombe, au niveau des Hariwara, vous n'allez pas trouver ces réalités-là? Non, mais la loi sur la gestion des entités territoriales décentralisées est une loi qui a un caractère impersonnel et général. C'est une loi qui s'intéresse à toutes les communes comme entités territoriales décentralisées. Le problème, c'est que nous avons des gens, non seulement au niveau de la commune, pareil au niveau de province, parce que le bourgmestre de commune réclame, pleure de la même manière que le gouverneur de province. Le gouverneur de province pleure de la même manière que les ministres au niveau national. Finalement, on ne sait pas quel est ce dirigeant qui va devoir réaliser et répondre aux déshydratats de la population congolaise. Et donc, moi, je suis désolé, aujourd'hui, ceux qui détiennent les bâtons de commandement de la République sont des gens qui ne méritent pas, simplement parce qu'ils manquent le sens d'innovation, le sens d'initiative, le sursaut national, l'audace étatique, le courage institutionnel pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Congolais. C'est quand même dommage. Et aujourd'hui, on est en train de voir tous ceux qui ont été votés au niveau de la municipalité commencer à vouloir à ce qui est élection de bourgmestre. Non, mais vous savez... C'est quoi? Parce qu'ils veulent aussi avoir un peu d'argent quand il y aura élection des bourgmestres. Et que c'est eux qui vont voter pour les bourgmestres. Non, mais Jean-David Kilolo, vous savez, dans un pays réellement démocratique, les vrais enjeux démocratiques se passent au niveau de la commune. Il faut que le citoyen se rendre compte comment les responsables communaux gèrent au quotidien le problème de la population. Il faut qu'un citoyen qui habite un quartier ou une avenue sache que réellement l'État travaille au travers des services rendus au niveau communal.
C'est-à-dire, au niveau déjà de la commune, on peut vous identifier en tant qu'habitant d'un quartier. Vous savez, aujourd'hui, on a toujours déploré du fait que la République démocratique du Congo n'arrive pas à identifier sa population, à faire les recensements généraux de la population. Pourtant, les manières les plus simples pour recenser, identifier la population congolaise, c'est simplement recourir à l'identification de la population au niveau de la commune. Parce que c'est lui qui est le chef de quartier, connaît le nombre de ses avenues. Alors que dans chaque avenue, il y a un chef des rues qui existe, chef d'une avenue qui existe. Et le chef de l'avenue saura identifier tous les ménages de son avenue. Et dans chaque ménage, il y a combien de personnes? D'office, il pourra avoir le chiffre exact pour identifier. Vous prenez toutes les rues, ça crée le quartier. Tout le quartier, ça crée la commune. Et du coup, la commune peut avoir une base de données claires sur le nombre de sa population. Et lorsque vous faites la compilation de toute la province, vous avez tout le chiffre de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Et nous aurons le nombre exact sur la population qui habite Kinshasa, et le même exercice, on peut le faire sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est un travail facile, mais ça demande de la volonté, de l'intelligence, mais aussi de l'amour pour le Congo. Alors, il y a eu le gouvernement souminois. Vous avez trouvé que c'est un gouvernement qui pourra changer quelque chose depuis qu'il a été mis en place? Non, pas du tout. Vous savez, c'est par le gouvernement souminois que j'ai compris que vous pouvez être ministre sans être excellence. Comment ça? C'est sous les mandats du président Tshisekedi que je me suis rendu compte que vous pouvez être député sans être honorable. Mais pourquoi on appelle nos ministres excellence? Parce qu'ils doivent être excellents dans leur domaine de compétences. Maintenant, regardez nos ministres. Ils sont excellents en quoi? Malheureusement, lorsqu'on essaye de mettre nos critiques, ces ministres pensent comme si on les attaque. Peut-être c'est trop tôt pour eux, le temps de s'imprégner de certaines réalités ministérielles. Non, mais on ne s'improvise pas ministre dans un gouvernement. Lorsque le président de la République vous nomme comme ministre dans un gouvernement, cela suppose que le président de la République a tenu compte de vos compétences, de vos qualités, de votre abnégation, de votre capacité de pouvoir résoudre le problème de votre secteur. Mais malheureusement, vous savez que dans notre pays, nous avons un ministre des pêches et élevages. Vous savez que dans notre pays, nous avons un ministre de l'agriculture. Vous savez que dans notre pays, nous avons un ministre de l'aménagement du territoire. Alors posons-nous la question, ces ministres font quoi? Nous avons un ministre de l'économie. Mais il fait quoi? Il fait quoi? Il y a des problèmes. Alors qu'il y a des problèmes. Nous avons un ministre de l'infrastructure. Il y a des problèmes. Malheureusement, ces ministres-là n'arrivent pas à résoudre. Je prends le cas du ministre Guy Luando, que j'apprécie beaucoup, mais malheureusement, dans son domaine d'attribution, le monsieur ne fout absolument rien. Il est le ministre de l'aménagement du territoire. Posons-nous la question. Quel est ne serait-ce que le 1 mètre carré du territoire congolais qui a été aménagé par M. Guy Luando? Même son propre quartier. Il y a un problème de moyens aussi, n'oubliez pas. Non, il y a un problème. Le premier moyen, c'est d'abord la capacité du ministre. Et le deuxième moyen doit être créé par le ministre. Le moyen ne tombera pas du ciel. Le moyen, on le crée. Et on crée le moyen de par un leadership managérial, la capacité de pouvoir transformer les problèmes à des véritables solutions. Est-ce que c'est un problème des ministres, un problème de la première ministre, un problème du président? C'est un problème de tout au même moment. C'est un problème du président de la République, parce que c'est lui qui fait le casting. C'est aussi un problème de la première ministre, parce que c'est elle qui est le chef du gouvernement. Elle a la responsabilité de contrôler la qualité de l'action de ses membres du gouvernement, mais aussi c'est un problème des ministres, parce que chaque ministre dans son domaine d'attribution devra réaliser un certain nombre de solutions par rapport aux problèmes de Congolais, à défaut de quoi, je me demande pourquoi on les appellerait excellence. Excellent. Alors pour terminer 2025, vos souhaits, vos souhaits pour le gouvernement, qu'est-ce que vous voulez pour le gouvernement en 2025? Bon, d'abord, mon plus grand souhait, c'est que ce gouvernement change automatiquement. Change. Mais ça ne sert à rien d'avoir des ministres qui ne travaillent pas.
Ça ne sert à rien d'avoir un gouverneur dans une province qui a autant de problèmes. Pourtant, les problèmes sont là et les ministres, les gouverneurs ne démissionnent pas. Et donc, mon souhait le plus ardent pour l'année 2025 est qu'il y ait le changement du gouvernement et que le président de la République, cette fois-ci, nomme des gens qui sont épris d'un amour inconditionnel du Congo, de gens qui doivent travailler, de gens qui ne viennent pas qu'avec leur diplôme, mais de gens qui viennent avec leur capacité de résoudre le problème, l'intelligence pratique. Nous avons besoin de gens comme le professeur Jean Mongou Bélé qui a créé le téléphone Okapi. C'est une intelligence pratique. À côté d'un problème, il a proposé une solution. Ces messieurs méritent d'être ministres dans un gouvernement. Nous avons Maman Kirongozi qui nous a pondu une technologie inédite, Made in Congo, robot roulage. Il y a eu un problème dans la circulation routière. Elle a réfléchi et puis elle a apporté des solutions. Cette dame-là mérite d'être membre du gouvernement. Nous n'avons pas besoin des amis du président de la République. Nous n'avons pas besoin des intimes du président de la République qui viennent remplir les institutions. Vous savez, par moment, moi, ça me gêne. Vous roulez carrosse, vous bénéficiez de la sécurité du peuple, la police et par moment l'armée nationale. Vous roulez avec les jeeps et par moment, lorsque vous nous rencontrez, nous, le paisible citoyen, bloqués dans un embouteillage, vous prenez le sens contraire, mais au-delà de tout, vous êtes incompétent. C'est quand même décevant. Merci beaucoup, Manik Sienda. Merci, le plaisir est partagé, surtout de vous avoir. Merci beaucoup Jean-David Kilolo, merci beaucoup à la Télé 50 pour ce privilège de passer sur les antennes. Je pense que c'est pratiquement la dernière émission de l'année 2024. Ça, c'est une grande opportunité et ça restera dans les annales et des marbres dans ma mémoire. Merci, merci beaucoup. 2025, nous vous aurons encore pour d'autres challenges. Nous poursuivons notre Kinshasa Direct. C'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. C'est Jean-Marie Kassamba. Par rapport à tout ce qu'il fait en termes de soutien, en termes d'apport technique auprès de journalistes. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ces journalistes soient relaxés pour qu'ils fassent son travail. Nous sommes là où journaliste ezali moto azopesa basam ezali mopesi sam okosala analyse na yo opesi point de vue na yo en tant que journaliste moto okoloba teke nazoloba na kombo ya peuple. Révision constitutionnelle, changement de la constitution. Le gouvernement souminois, autant de sujets qui ont fait la une de cette année 2024. Nous allons revenir avec Jean-Marie Kassamba qui est déjà avec nous. On va aussi parler de quelques sujets de la culture. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci, meilleurs vœux. Ah, apparemment. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Jean-Marie Kassamba, 2024 a été une année, beaucoup de rebondissements sur le plan économique, surtout d'abord sur le plan politique. Le président Félix Tshisekedi a prêté serment. Il y a eu la nomination de Judith Suminwa avec beaucoup d'espoir, mais jusque-là, les gens commencent beaucoup plus à s'impatienter. Il y a eu aussi le gouvernement qui a été mis en place.
il y a aussi l'Assemblée nationale et les Sénats. Tout ça, qu'est-ce que ça vous a beaucoup plus inspiré cette année 2024? Moi, je pense que 2024 n'a pas été une année très riche en événements qui marquent la République démocratique du Congo. Le seul événement, c'est les 80% que les Congolais ont pu donner à Félix Tshisekedi comme président de la République, deuxième mandat. Et on a cru qu'avec l'avènement d'une femme à la tête d'un gouvernement en RDC, bon, comme on le dit très souvent, c'était pour la première fois, il devait y avoir un déclic. C'est-à-dire un gouvernement à la fois des technocrates, mais d'ambition, de gens qui pouvaient bousculer les choses. On a assisté à une espèce de mélange des anciennes gloires, des personnes qui voulaient tout simplement figurer dans un gouvernement. Ensuite, on a fait du remplissage qui a donné moins de résultats que prévu, ou plutôt qu'attendu. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes en 2024. Parce que c'était pour la première fois que le président Tshisekedi avait la majorité absolue. Ça sous-entend quoi, majorité absolue? C'est-à-dire marge de manœuvre pour décider, et décider vite, faire des réformes, sanctionner les cas échéants, et puis aller de l'avant d'une manière spectaculaire. Il y a eu quelques tentatives des choses louables. Il ne faut pas jeter le bébé avec le bain. Moi, je viens d'Mbuji-Mayi, ce que je viens de constater, c'est remarquable. La voirie d'Mbuji-Mayi a été et est transformée par Félix Tshisekedi. Depuis 1960, il n'y a pas eu autant de routes praticables dans cette ville. Même si, effectivement, les routes seules ne suffisent pas pour faire décoller la province. Il manque de l'énergie, il manque de l'eau, il manque à la fois des entreprises. Donc le chômage est très présent en Mbuji-Mayi. Et ma foi, il n'y a pas d'activité économique. Mais la transformation de l'espace, on va dire, vie des Kassaïens, ceux de Mbuji-Mayi, c'est assez remarquable. Et il faut le saluer quant à ça. Alors, à quoi serait due la lourdeur constatée au sein du gouvernement? C'est d'abord le gouvernement lui-même. La Première ministre, elle n'a pas les marges de manœuvre. Elle n'a pas les coups de franche. Mais comment? Parce que c'est-à-dire, elle est issue de la majorité à l'Assemblée nationale. oui, elle est issue de la majorité, mais il y a des caciques au sein de ce gouvernement qui ne sont pas flexibles, qui ne répondent pas aux injonctions, pour ne pas dire aux directives de la Première ministre. Il y a quelques ministres qui même refusaient d'aller travailler dans leur cabinet. Ils restaient chez eux à la maison. Ensuite, l'appareil, autrement dit, le parti politique de la Première ministre a fait traîner la mise en place du cabinet de la Première ministre. On parlerait même de manque de fonds des frais de fonctionnement. On parle même de certaines injonctions qui sont données d'une manière indirecte. Autrement dit, elle ne veut pas gêner. Comme Sama Lukonde autrefois ne voulait pas gêner Félix Tshisekedi, et jusqu'au bout, il est entré d'une manière timide, il est sorti aussi timidement, personne ne lui a demandé des comptes. Aujourd'hui, il peut se balader, personne ne dira, monsieur, où est le bilan de Sama Lukonde? Et jusque-là, il n'y a même pas l'installation des cabinets ministériels. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Quel est ce gouvernement, quel est ce Premier ministre dont les membres du gouvernement ne sont pas lotis des membres de leur cabinet effectif? Elle va travailler comment? Les dossiers seront traités comment? Qu'est-ce qu'on attend pour que cette dame prouve de quoi elle est capable? Parce qu'elle tente des choses d'une manière un peu, je vais dire, volontariste, mais on ne sent pas. Premier ministre comme était Matata Mponyo, comme était Kengo Wadondo, comme était en son temps Mabi Mulumba, je peux vous en citer des exemples comme ça. Vous sentez que les premiers ministres, c'est chef du gouvernement. C'est ce que les Congolais ne savent pas. Le Premier ministre est le seul responsable devant le Parlement. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, il est
autorité, on va dire, morale de toutes les institutions. Et c'est pour ça qu'il assure le bon fonctionnement des institutions. Mais c'est lui qui présente un programme de gouvernement. C'est le Premier ministre. C'est lui qui doit être interpellé. C'est le Premier ministre. Tenez, on a même demandé aux députés de ne pas déranger les membres du gouvernement. Ça tombait de haut. Quel est ce Parlement qui ne peut pas contrôler les membres du gouvernement? Alors que le président de cette institution a promis de mener un contrôle chaque mercredi. Mais les dire est une chose. Vous savez, Vital Kamere, c'est un bon speaker. C'est un fin politique aussi. Mais il est membre du présidium. Autrement dit, il est de la majorité de Félix Tshisekedi. Donc, à un moment donné, il a les mains liées aussi par son appartenance politique. Mais c'est quelqu'un qui garde encore quelques, on va dire, feu, ou plutôt fer au feu, en attendant. Et donc, il ne veut pas sortir un peu de ses griffes maintenant, mais ce qui est sûr, les députés ont été tensés de ne pas déranger le membre du gouvernement. Kisaro, par exemple, excusez-moi, qui a un bilan mitigé en termes d'infrastructure. Il suffit de regarder la ville de Kinshasa, il suffit de regarder à travers la République un premier ministre des infrastructures qui a un bilan comme celui-là. Pour la première fois, il a été tenté d'être tout simplement interpellé ou qui se justifie par rapport à ce qu'il a fait. Lever des boucliers, on a expédié les dossiers, personne n'en parle. Et est-ce que la lourdeur ne serait pas due aussi à la guerre des individualités au sein du gouvernement? On voit Moutamba, on voit Isamunana, on voit les autres là qui essaient. Ce sont les électrons libres volontaristes qui ont tenté de faire quelque chose. Prenez Moutamba. Mais Moutamba, c'est un jeune très ambitieux qui a envie de faire quelque chose pour son pays. Mais il est brocardé de tous les qualificatifs. Et ma foi, il est maintenant un tout petit peu en train de marcher sur les œufs. Or, l'opinion a épousé tout de suite la démarche de Moutamba. Et qui s'est braqué contre Moutamba? Eh bien, ce sont les classiques du système. C'est parfois les partis politiques. Ma foi, aujourd'hui, ils regardent un peu. Moi j'étais dans la coordination de la communication des États généraux. J'ai vu comment il y a eu levé des boucliers contre Moutamba, etc. À sa place, je prenais des gants pour essayer d'avancer. Aziza Mounana, voilà une dame dont le social est dans la peau. Mais elle le fait d'une manière volontariste avec les ONG, avec la société civile internationale, etc. Le gouvernement donne quoi concrètement comme moyen à ces dames pour essayer de se déployer? Et se déploie parce qu'elle a ça dans sa peau, elle a toujours fait ça. En dehors d'elle, qu'est-ce que vous avez encore? Alors, pas grand-chose. Jean-Marie Tout le reste, c'est conseil des ministres, voyage. J'attends seulement que le président aille dans leur fief pour afficher quelques... brogarder les slogans, etc. Aussitôt revenir à Kinshasa, ils attendent. Ils attendent. Alors que les choses ne sont pas bien assises, on commence à parler de la révision, changement de la Constitution. Et c'est une fuite en avance. Non, moi je pense que la Constitution qui prévoit sa modification, on peut la modifier. Mais la Constitution ne prévoit pas son abrogation. On abroge une Constitution quand il y a 4 conditions, par exemple. 1, il faut qu'il y ait un coup d'État. 2, il faut qu'on soit dans une transition. 3, il faut qu'il y ait un fait majeur. 4, il faut qu'il y ait une crise qui démontre que, enfin, radicalement, on doit changer cette Constitution. Des 4 points que je viens de vous dire, il n'y en a aucun. Maintenant, si c'est politique, parce que tout homme politique a envie de marquer son temps. Félix Tshisekedi aimerait aussi marquer son temps. C'est humain de vouloir être au pouvoir, le rester le plus longtemps possible. Mais depuis quelques temps, il a en quelque sorte maintenant focus sur la population. Je l'ai écouté dire en Bujumaï. Bon, la Constitution ici ne m'arrange pas. Qu'en pensez-vous? Moi, j'ai reçu Patrick Mouya il n'y a pas longtemps. Il a dit, attendons la commission. Vous voyez, on renvoie à la commission pour essayer un peu de... Parce que de la manière dont c'était parti, modification, plutôt changement radical, comme d'habitude, je vois nos compatriotes qui aiment toujours un peu flatter, ils affichent partout, ils brocadent partout, je soutiens le changement de la Constitution, etc. Mais ils ne se posent pas la question. Je soutiens, oui,
Et c'est quoi les soubassements juridiques? C'est quoi les contextes? C'est quoi les raisons qui justifient? Parce que demain, si Félix Tshisekedi a des soucis, tous ces gens, ils vont le lâcher. Rappelez-vous Joseph Kabila en son temps. Joseph Totondi Onanouté, Joseph Sisabini Moumingi Mingi, etc. Mais la plupart de ces ténors-là, il y en a même un qui avait publié un livre en son temps. L'inanition de la nation. Je n'ose pas vous le dire, mais tout le monde avait déjà compris. Où sommes-nous aujourd'hui? Le maréchal Mobutu a lancé aussitôt, le 24 avril 1990. Il dit, comprenez mon émotion. Les gens commençaient à faire les statuts de leurs partis politiques. Et Mobutu est parti mourir tout seul à Rabat. Moi, quand je passe souvent au cimetière chrétien de Rabat, je vois ces mausolées, mini-mausolées, on va dire, comme ça, abandonnés en plein ces cimetières. Il faut qu'on laisse Félix Tshisekedi faire ses mandats dignement. Et Dieu sait qu'il a fait des choses. Moi, je vois à travers la République, ce n'est pas suffisamment vendu. Ce n'est pas. Moi, je viens de parler des Mbuji-Mayi. Ici à Kinshasa, il y a des choses. À l'intérieur du pays, il y a des choses, mais ce n'est pas vendu. Qu'on lui laisse faire ces choses pendant ces 2 mandats d'une manière honorable. Et qu'il y ait des réformes, qu'il y ait absolument des décisions. Parce qu'en géopolitique, si vous voulez bien que je vous en parle, allez-y. Il faut de la vision. Il était venu avec le peuple d'abord. Vision. Il faut de la provision. Autrement dit, il faut qu'il travaille, qu'il mette des choses en place pour que l'action du peuple demain, la sanction du peuple demain, soit louable, pour ne pas dire positive pour lui. Il ne faut pas que les gens l'embrouillent. Parce que ceux qui embrouillent, qui portent des t-shirts, etc., béton, moukouantombol, etc., même qui ne savent même pas où se trouve comment ils disent quand même, mais c'est eux demain qui vont pouvoir le lâcher. Et nous les disons aussi comme ça avec beaucoup de fierté et d'honnêteté, parce qu'on l'aime pour de vrai. Alors si c'est sans bloquer par cette constitution, il n'arrive pas à mener à bien sa politique, n'est-ce pas une raison? Bloqué par quoi, monsieur? Par la Constitution. Citez-moi un seul article de notre Constitution. Qu'il est bloqué, il n'arrive pas à mener. Et aussi, surtout, quand ça concerne la sortie du gouvernement, ça a pris du temps. Tout ça, c'est d'ordre constitutionnel. S'il n'y avait pas des verrous constitutionnels, il aurait dû publier le gouvernement bien avant. Monsieur Kilolo, vous êtes juriste, je le sais. Je ne fais que paraphraser. C'est que le parti dit. Lorsqu'on a la majorité absolue, on n'a même pas besoin d'identifier la majorité. En France, vous avez vu ce qu'a fait Macron. Aussitôt, le Premier ministre démissionne, aussitôt, ou une semaine plus tard, il nomme le nouveau Premier ministre. Dans les 2 jours, le Premier ministre forme le gouvernement. Qui allait le jeter la pierre à Félix Tshisekedi? Personne. Parce que c'est sa majorité. L'opposition est à 5%. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut prendre toutes les décisions. Regardez, il fait l'itinérance à travers la République. Vous avez vu quelque part quelqu'un qui a jeté une pierre? Non. Il engage la République démocratique sur le plan international, sur le plan régional. Il peut faire toutes les réformes qu'il veut. Rien ne va le bloquer. Et c'est quoi? C'est son entourage qui n'arrive pas à être compétent? Non, c'est-à-dire que notre pays fonctionne toujours avec les faux fuyants, les prétextes, on va dire les dilatoires. Et lorsque on ne se fixe pas des axes, pour ne pas dire, on ne lève pas des options majeures, et on s'y tient, à un moment donné, on fait essai-erreur. On titube un peu. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez en 1960, lorsque l'élite se retrouve à Bruxelles pour faire cette fameuse table ronde, on leur accorde l'indépendance politique. Ils fuient Bruxelles sans avoir l'indépendance économique. C'est resté contentieux belgo-congolais jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tout l'argent, tout le patrimoine, tout ce qui appartenait à la RDC est resté aux Belges. Deuxièmement, lorsque le maréchal Mobutu hérite d'un Congo, enfin, oui, d'un Congo riche, parce qu'il a changé en Zaïre plus tard, lui-même, Mobutu, il bazarde la RDC, l'économie, en 1972, en zarianisant les biens d'autrui, des Belges, des Grecs, voilà. Et on a payé ça, hein,
plus tard, là, avec Matata. Matata a remboursé. Et tous ces gens l'en ont voulu. En 78, on lui a créé une opposition. Et en 97, ce sont les mêmes étrangers qui ont amené, apporté du soutien à Mzee Laurent Désiré Kabila. Mouta a été jeté dehors. Alors, cette question de changement, révision constitutionnelle, il y a déjà d'autres camps qui commencent à jeter l'anathème sur Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo pour dire qu'ils sont un peu réticents. Est-ce que ça risque de... Mais Vital Kamerhe et Bahati font de la politique. C'est comme Guz Karlibonde à son temps, il faisait de la politique. Etienne Tshisekedi faisait de la politique. Il était bien membre du MPR, mais il avait demandé les droits de tendance à l'époque. Kamerhe était secrétaire général du PPRD, membre, ou plutôt président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a voulu s'exprimer en tant qu'acteur majeur, il s'est exprimé. Pourquoi on ne veut pas que les gens s'expriment dans une démocratie? J'ai vu à Kananga, par exemple, un gouverneur qui s'est exprimé sur le... Enfin, il a peut-être mal dit, parce qu'il a dit rien. Ça n'existe pas rien. Hein, si vous voyez là où il habite, vous voyez la morgue, vous voyez l'université, etc., c'est rien. Enfin, Kananga quand même est dépourvu de la voirie, dépourvu le minimum vital, etc. C'est ça ce qu'il voulait dire. Mais il s'est exprimé. L'autonomie de la gestion des provinces, c'est aussi cela. Mais j'entends les gens dire, il faut qu'il démissionne, c'est pas normal. Mais où est cette démocratie où personne ne peut parler? Michel Rocard, qui était Premier ministre de François Mitterrand, il était membre du Parti socialiste. Il a dit à son temps, Mitterrand c'est Mitterrand, moi c'est Michel Rocard. Est-ce qu'on l'a jeté au pilori? Non. Alors, je vois, il y a beaucoup de sujets. Oui. Je pense peut-être le vendredi, nous vous aurons dans notre matinale. Là, on aura beaucoup de temps. Alors, parlons un peu de la culture. Oui, allons-y. Voilà. Le monde culturel, on a vu la mort de Séguin. Oui, les jeunes. Voilà, on a assisté. Séguin Mignon, les jeunes hommes que j'aimais beaucoup. Moi, j'étais le présentateur, pour ne pas dire celui qui les a présentés à l'Olympia de Paris, avec Jubin Piana et les BCBG à leur apogée. Ces jeunes hommes d'une beauté angélique, d'un talent extraordinaire, batteur et ami personnel, petit frère pour ne pas dire très proche de Jubin Piana. Et il est mort dans un banal accident, causé par, on va dire, son entourage, d'après les informations que nous avons. On l'a ramené en Inde pour se faire soigner cette jambe. Il y a des informations qui m'ont choqué moi, c'est-à-dire que même sa propre famille n'a pas pu assurer la proximité avec lui. Et il est mort aussi brutalement. Il pouvait être sauvé s'il pouvait peut-être rester ici à Kinshasa, mais on a préféré l'envoyer un peu loin. Parfois la solitude tue. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ces funérailles soient de bonne qualité. Il y a un des proches des JB qui doit partir là-bas, Ngandou. JB lui-même, il est bouleversé par rapport à cette affaire. Guilain, Séguin plutôt, est irremplaçable. Irremplaçable. Mais ça, c'est la vie de nos artistes. La plupart meurent comme ça. Ça va de Nico Kassanda, de Rocherota Boulay, de Papa Wemba, de Chalamona. Et cette année, on a vu le retour des musiciens sur la scène européenne. On a vu Fally Poupa, les autres vraiment se produire. C'est que c'est une renaissance pour la musique congolaise. Je pense qu'il était temps. Je sais que nous sommes très suivis en Europe, aux États-Unis, partout. Il y a eu une bêtise dans les chefs de nos compatriotes. C'est qui pensaient que la politique, c'est tuer votre culture. Je fais partie de ceux qui ont assuré la promotion de notre culture en Europe. Nous étions en leadership. La rumba, Soukous, à son temps, dans les années 80, 90, 2000, personne ne nous égalait à Paris, à Bruxelles, à Washington, partout. Les coupés décalés, c'est la copie pâle de notre animation ici. Les Bill Clinton et les autres, les Ivoiriens, nous copiaient. Ils sont arrivés à Paris, Zouglou, parce qu'ils copiaient les Congolais. Et ils nous ont dépassés parce que, entre guillemets, les combattants ont pris pour cible leurs propres compatriotes.
le Nigérien, les Ghanéens sont venus raser tout ceci. Heureusement que cette année, l'année passée, il y a eu une petite renaissance, pour ne pas dire le retour, avec un travail formidable des garçons comme Fally Ipupa, comme Ferregola, comme Koffi Olomide, par l'alerte témérité. Zaïko a fait carton plein à Bruxelles. Il faut que ça continue comme ceci. On vient d'avoir un grand centre culturel ici à Kinshasa. C'est un financement qui datait d'ailleurs de l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, concrétisé aujourd'hui par Félix Tshisekedi. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que ces centres soient gérés par des professionnels. J'insiste, de professionnels. Si on va nous y mettre encore quelqu'un qui ne connaît rien, ni en management artistique, qui ne sait pas donner, on va dire, à ces centres son rayonnement qu'il mérite, ça va finir comme tous ces éléphants blancs qui ont coûté beaucoup d'argent et qui ne servent pas à grand-chose. Nous avons tellement de talent dans notre pays, ces centres peuvent devenir une plaque tournante du rayonnement de notre culture ici à Kinshasa. Alors, on va terminer. Qu'est-ce que vous retenez de Jimmy Carter qui est décédé à 100 ans? Écoutez, Jimmy Carter, c'était un grand président américain. Un grand président américain qui n'a fait qu'un seul mandat. Comme quoi... Un seul mandat? Bien sûr. Okay. Il n'a fait qu'un seul mandat. Et c'est ça ce qu'on dit, les grands hommes, ce n'est pas le nombre d'années que vous restez au pouvoir qui marque votre temps. Lumumba n'est pas resté même 3 ans, 2 ans au pouvoir. Lumumba, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire des choses dans la vie qui retiennent l'attention de vos compatriotes, qui restent marqués, qui marquent les gens. Carter a joué un rôle très important dans ce qu'on appelle la géopolitique mondiale. Il était président pendant ce qu'on appelle la guerre froide. Voici qu'en Iran, par exemple, il y a eu on va dire, l'échec américain avec l'arrivée des Khomeini, qui est pur produit fabriqué par les Occidentaux. Surtout parce que quand ils ont cherché les chats d'Iran, ils pensaient qu'ils allaient mettre un islamiste en place, qu'ils allaient manipuler. Eh bien, les Américains ont eu une très mauvaise expérience là-bas. Mais il s'est transformé après en faiseur de paix. Il s'est rapproché de tout le monde. Entre l'Égyptien et Arafat en son temps, pour signer la paix, c'est Carter. Mais Carter, c'est aussi sa fondation. Il a été à Cuba. Il a été même prix Nobel. Et il est même venu ici chez nous. Il y a même la représentation de Jimmy Carter ici à Kinshasa, la fondation Carter, qui, chaque fois qu'on a des élections, ils sont comme observateurs, etc. C'est quelqu'un qui disait la vérité. Il est mort à 100 ans et tout le monde le plébiscite. Moi, je pense que ce qui plombe l'histoire de notre pays, c'est que les gens ne prennent pas le temps de prendre du recul par rapport à la notion du pouvoir, les oripeaux du pouvoir, les bling-bling, l'argent, le protocole, les jets et tout ça. Carter est resté un grand homme sans être président des États-Unis. Et il va y avoir deuil national, les drapeaux sont en berne, et tous les présidents l'ont salué. Le monde entier aussi. Ça devait inspirer beaucoup de gens. Et je pense qu'il va se reposer en paix. Moi, je l'ai rencontré à 2 reprises quand on allait aux Nations Unies, quand à chaque fois vous êtes dans les méandres des diplomates, dans ces grands hôtels de New York, ben Carter n'était pas loin. Voilà. Il y a lui, et il y a Herman Cohen, il y a eu tous ces vieux politiciens américains, parce que vous savez, aux États-Unis, ils ont la culture, même les généraux, une fois à la retraite, ils se reconvertissent et ils continuent à faire de la politique. Voilà, ça n'est fini. Alors, il y a des indiscrétions. Il y a déjà... Lorsque vous allez recevoir Jean-Marie Kassamba, c'est aussi de lui poser la question, c'est de savoir Donald Trump, Joseph Kabila, la lecture. Bon, je pense que j'étais avec vous quand je vous disais que Trump allait être président. Beaucoup de gens disaient non, Kamala Harris, etc. L'histoire m'a donné raison. Joseph Kabila, à qui je présente mes voeux le meilleur, comme je l'ai fait pour le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est un homme politique qui travaille. Non seulement il est en train de travailler en ce moment sur la partie scientifique, avec sa thèse, mais
il ne dort pas, hein. Il est très soucieux de la stabilité de notre pays, de la sécurité de notre pays, de l'avancement des situations ici en RDC. Il prend beaucoup de contacts. Et donc, Donald Trump, encore une fois, il faut que les gens le sachent, il ne va pas se mêler des histoires des Africains. C'est America First. Donc, ils ne se sont pas retrouvés. Ils se sont pas rencontrés. Bien évidemment, c'est un secret de polichinelle. Mais il n'y a pas que Trump. Il a pu rencontrer d'autres personnes, échanger, comme il est fait depuis là où il est, où il se déplace beaucoup. Ça, c'est tout à fait normal. Mais où est le mal qu'un ancien président de la République rencontre un futur ancien président? C'est tout à fait légitime. Voilà, merci. Merci à vous, Jean-Marie Kassamba. Merci à vous et encore meilleurs vœux. Je profite cette occasion, enfin, de votre plateau pour d'abord féliciter toute l'équipe de Télé 50 qui fait du boulot formidable. Je suis très fier de vous. Merci. Partout où je passe, on vous congratule, on nous congratule. Voilà, et surtout, ma presse de Kinshasa, je les salue et bientôt il y aura remise de médailles à la presse de Kinshasa. On a sélectionné, pour ne pas dire, des grandes figures de notre presse. La cérémonie Grandeur Nature se fera bientôt. Et puis, à la classe politique de notre pays, mes voeux les meilleurs, et à la société civile, et à l'ensemble de notre peuple, qu'ils sachent que nous sommes à la disposition de ce peuple, de cette République qui est éternelle, pour laquelle nous ne pouvons pas transiger. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux et vous nous aviez accompagnés toute cette année 2024. Nous vous disons ciao, on se retrouve en 2025 avec le même plaisir. Ça déjà demain avec tous les programmes des Télé 50. Un programme spécial déjà demain, matinal spécial, Christopher Ochokoum, Kinshasa direct spécial avec Arlette Boutella. Portez-vous très bien, c'est sous la direction de Jean-Marie Kassamba.